Bienvenue les atypiques, bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Dejean, je suis psychologue du développement et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, hypersensibles ou toutes les personnes qui se sentent atypiques ou un petit peu en décalage. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question à quel âge on peut identifier le haut potentiel. C'est une question qui revient très souvent. Et la réponse très brève pour ceux qui sont impatients, c'est on peut identifier ça à peu près vers 2 ans jusqu'à 80 ans. Mais vous allez voir bien sûr qu'il y a beaucoup de petites subtilités. En effet, déjà, il existe différentes mallettes de test en fonction des âges et elles n'ont pas toutes le même fonctionnement, même si elles mesurent la même chose. Donc je vous ai fait une petite vidéo uniquement dédiée à ça. Et ensuite, une question qui revient énormément, c'est est-ce que c'est pertinent de faire tester mon enfant avant 6 ou 7 ans? Bonne ou mauvaise idée en gros? Vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse unique, mais plusieurs réponses possibles. Personnellement, j'ai régulièrement des familles qui viennent me voir, qui me demandent un bilan pour leur enfant qui a moins de 6 ans. Et pour certaines familles, je dis oui, et pour certaines familles, je dis non, ce qui met certains parents dans la confusion. Mais en fait, ma réponse, elle dépend de chaque enfant. Déjà, mes arguments, c'est que si on veut faire un bilan pour un enfant avant 6 ou 7 ans, moi, c'est important pour moi que l'enfant, il comprenne ce qui va lui arriver et donc qu'il saisisse les enjeux. Quand l'enfant de moins de 7 ans ne comprend pas quand on lui dit tu vas aller faire des activités avec cette dame, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête, comment marche ton cerveau, c'est quoi tes super pouvoirs, tes points forts et tes points faibles. Si ça prend aucun sens pour l'enfant, pour moi c'est important qu'il n'y participe pas puisque c'est important qu'il puisse donner son avis et qu'il soit aussi acteur et que ça ne soit pas qu'une demande parentale. Il y a plusieurs choses aussi, c'est qu'il faut qu'on puisse évaluer ses réelles compétences. Parce que s'il n'y a pas plein de conditions qui sont réunies, finalement, on ne saura pas qui est cet enfant et il ne nous montrera pas à quel point il est compétent. Donc pour qu'on sache vraiment qui il est, déjà, il faudrait qu'il soit capable de rester seul avec un inconnu quasiment une demi-journée. Donc même s'il nous a déjà vu une première fois en entretien, on n'est pas quelqu'un de sa sphère sociale, familiale ou autre, donc on reste un inconnu pour lui. Et il y a des enfants de moins de 7 ans qui émotionnellement, sensoriellement, quand ils sont plus d'une heure ou deux sans un parent ou sans une figure d'attachement, ils sont complètement perdus et du coup auraient tendance à s'inhiber pour certains ou alors complètement s'éparpiller dans tous les sens parce qu'ils ont besoin d'avoir un adulte référent auprès d'eux pour se sentir à l'aise et montrer vraiment tout ce qu'ils savent faire. Donc pour moi, quand il y a des fortes angoisses de séparation ou quand l'enfant il est encore émotionnellement tout petit et que c'est très compliqué pour lui même d'avoir son parent en salle d'attente s'il n'est pas assis sur ses genoux, je me dis que peut-être pour lui c'est un petit peu tôt. Il faut aussi que l'enfant il se sente à l'aise de dire tout ce qui lui passe par la tête. Donc pareil, des enfants très timides ou inhibés qui auraient peur de dire une bêtise, qui auraient peur de se tromper et donc ils ne vont pas oser répondre à toutes les questions, ça va être compliqué. Sachant que même si c'est des mallettes pour enfants, la plupart des consignes sont données à l'oral et l'enfant répond oralement. Donc ça arrive que des enfants sachent donner des réponses mais n'osent pas les dire et à ce moment-là c'est dommage pour eux parce qu'on ne peut pas leur attribuer tous les points et c'est même très injuste parce que ça ne montre pas toutes leurs compétences. Il faut aussi que l'enfant il ait une élocution qui soit suffisamment compréhensible pour qu'on puisse bien comprendre ses réponses. Il y en a encore à 6-7 ans qui ont un petit cheveu sur la langue, un frein de langue ou quelque chose qui gêne dans l'élocution ou une langue maternelle étrangère ou autre qui fait qu'on aura du mal à saisir toutes les subtilités de leur langage et donc à leur attribuer tous les points. Il faut aussi que notre enfant il soit être capable d'être attentif à une consigne orale. Donc nos enfants de 6-7 ans, quand ils sont complètement envahis par leur monde imaginaire, par des jouets qu'ils ont besoin de manipuler en permanence ou par leur besoin irrépressible de jouer avec le matériel, finalement ils vont pas être dans l'écoute des consignes mais ils vont être complètement pris par le matériel qu'ils vont détourner pour jouer, donc on va pas trop savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Il faut aussi que votre enfant il soit capable de gérer la notion de stress. En effet, il y a pas mal d'exercices qui sont chronométrés et c'est précisé à l'enfant. Du coup, si ça le stresse complètement, qu'on lui dise « Allez, super, fais de ton mieux, mais essaye d'aller encore plus vite », si ça c'est une grosse pression pour lui, il risque de se désengager ou d'être perturbé et donc ses performances seront moins importantes. Voilà, il faut aussi qu'il soit en capacité de rester assis. Alors on va, on vient, on se met assis et debout, mais il y a une partie des exercices qu'on ne peut pas faire ni debout ni assis au sol, donc il faut que l'enfant soit capable de rester
à table, même si on aménage le test, il faut qu'il ait cette compétence-là. Voilà, pour moi c'est un petit peu les prérequis, mais il y en a d'autres. Sachez qu'aujourd'hui en France on a tendance à recommander une passation de test de QI à partir de 6-7 ans ou de l'entrée au CP. C'est pour ça que bon nombre de professionnels ne possèdent pas de mallette pour enfants d'âge préscolaire. Il y a plusieurs arguments derrière ça. Le premier argument, c'est que les études scientifiques, les dernières, elles datent de 2009, elles ont montré qu'avant 6-7 ans, les résultats qu'on obtenait n'étaient pas significatifs et donc pas très fiables. C'est-à-dire quand on a retesté les enfants un peu plus tard, on n'obtenait pas les mêmes résultats. Donc on aurait tendance à dire qu'avant 6-7 ans, l'intelligence, elle montre des fluctuations et elle est super sensible à l'environnement. D'ailleurs, avant 6-7 ans, ça arrive souvent qu'ils investissent un champ plutôt qu'un autre. Par exemple, ils vont être à fond dans le langage, à fond dans la motricité, à fond dans les relations sociales, d'autres dans les lettres, d'autres dans les chiffres. Et du coup, comme on doit tout mesurer pendant le passage du test, et si on mesure avant 7 ans, finalement, on va avoir des domaines où c'est très très haut et des domaines où ça semble complètement inacquis, alors que c'est juste, l'enfant, c'est pas sa période sensible, il n'en est pas là. Voilà. Après 7 ans, ça a quand même tendance à bien s'équilibrer. Autre argument, c'est que quand on fait un bilan avant 6 ans, ça a parfois tendance à accentuer les étiquettes qu'on pose sur notre enfant. Et certaines familles vont avoir tendance par la suite à se focaliser vraiment sur les capacités intellectuelles de l'enfant et souvent c'est sans s'en rendre compte, donc complètement inconscient. Et ça c'est pas très porteur pour son développement parce que l'enfant, s'il voit qu'il y a une pression qui est mise au niveau des compétences intellectuelles, des apprentissages scolaires, etc., le risque c'est qu'il désinvestisse un petit peu toutes les autres sphères, la motricité, les habiletés sociales, la connaissance de ses émotions, etc., au profit de son intellect et donc sans s'en rendre compte, on l'aide à couper la tête et le corps, ce qui va déjà faire un petit peu naturellement. Donc ça serait bien de ne pas accentuer cela. Toutefois, alors c'est assez paradoxal parce que finalement ils existent, ces tests pour les enfants de moins de 6 ans. Le plus connu pour les enfants tout petits, c'est le WIPSI 4, à partir de 2 ans et demi. Donc techniquement c'est possible. Alors ce qu'il faut se dire, c'est si on le fait, c'est qu'on observe vraiment le fonctionnement cognitif de l'enfant sur un temps T. Et que ça va pas forcément être représentatif de son développement futur. Ça veut dire que oui, avant 6 ans, effectivement, on a un enfant qui carbure, qui a tendance à être en avance, à être précoce sur certains apprentissages, mais ça veut pas dire que par la suite, il gardera ce fonctionnement à potentiel. Alors qu'à partir de 7 ans, c'est quelque chose qui est relativement stable. Donc c'est important, si on le fait avant 6 ans, de ne pas prendre de grandes décisions pour sa scolarité future. C'est juste une compréhension de son fonctionnement sur un moment T. Ce qu'on propose le plus souvent pour ces enfants un petit peu petits quand il y a une réelle difficulté, c'est de la guidance parentale, un accompagnement de l'enfant et de sa famille, mais aussi un accompagnement au niveau de l'école pour que l'enfant puisse se sentir plus épanoui et se développe harmonieusement, on va dire. Voilà. Alors moi, il m'arrive personnellement d'acquiescer, c'est-à-dire dire oui pour des enfants, des bilans pour des enfants de moins de 6-7 ans. Je vais vous donner un petit peu les contextes dans lesquels je propose de le faire. Déjà, quand l'enfant est en réelle demande, et ça m'arrive d'avoir des tout petits qui me disent « moi j'ai vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne dans mon cerveau », un petit peu même comme si ça savait comment fonctionnait un mécanisme d'un objet ou autre. J'ai besoin d'apprendre à me connaître, je me sens en décalage, je ne comprends pas comment fonctionnent les autres et j'ai l'impression que si je sais comment ça se passe dans ma tête, alors je vais mieux me comprendre et mieux interagir avec les autres. J'ai des demandes comme ça et à ce moment-là, je trouve ça assez pertinent. Autre cas où je dis oui, c'est l'enfant qui est en profond mal-être. Quand je dis profond mal-être, une dépression, un ennui mortifère, vraiment un enfant qui dépérit, qui ne joue plus, qui ne s'amuse plus, qui est en plainte somatique, tout son corps dit qu'il va vraiment très mal, etc. Je pense qu'à un moment, c'est pas mal d'aller fouiller un petit peu son fonctionnement pour mieux le comprendre, mieux l'appréhender, pour lui donner des billes aussi, pour lui expliquer comment il fonctionne et comment fonctionnent les autres et lui expliquer pourquoi il se sent si en décalage. À ce moment-là, je trouve que le bilan, il vient vraiment apaiser l'enfant. Et enfin, dans des cas de grande tension à la maison, à l'école, où les objets commencent à voler, où il y a de la violence verbale et physique, etc., et que la famille a déjà essayé pas mal de choses en termes d'accompagnement, de la bienveillance au quotidien, dans l'éducation, etc., et qu'on arrive un petit peu dans un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de voie de sortie, à un moment, le bilan peut être intéressant pour venir explorer des choses qu'on ne peut pas observer même en tant que parent. Ça vient poser des mots, ça vient faire des propositions concrètes.
Et donc, vous comprendrez que c'est vraiment au cas par cas. Donc, dans un même village, il y a des familles pour lesquelles je dis oui et il y a des familles pour lesquelles je dis non. C'est pas toujours facile à comprendre pour elles, mais pour moi, vraiment, des fois à quelques mois près, l'enfant est prêt ou n'est pas prêt à passer ce bilan. L'idée en tant que parent, c'est vraiment toujours de se demander quelle est la plus-value pour mon enfant, quelle est la plus-value pour lui et pas pour moi. Certes, j'ai besoin de le connaître pour mieux l'accompagner, mais lui, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter concrètement? Voilà. N'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne pour le mieux le connaître, c'est vous qui connaissez le mieux ses besoins et ses petites spécificités. Et que la décision d'un bilan psychologique, c'est quelque chose qui se fait en famille, donc les deux parents quand c'est possible, l'enfant qui est concerté, parfois même la fratrie, et ensuite dans un second temps, on va échanger avec le professionnel en disant moi j'ai vraiment l'impression que c'est pertinent de faire avancer cet enfant en tant que parent. Est-ce que vous, en tant que professionnel, quand je vous décris le contexte global, vous trouvez ça aussi pertinent? Et ça c'est en gros un petit travail de collaboration. Voilà, sinon si on a un petit doute, faut se dire que c'est pas grave si on attend quelques mois, voire quelques années, puisque de toute façon, vous avez vu que quasiment jusqu'à 80 ans, on peut aller explorer la piste de ce haut potentiel. Voilà. Je vous dis à très bientôt!